Ce que j'ai appris, moi, à travers ce processus-là, je continue d'en apprendre, mais c'est que les personnes victimes ne sont pas seules. Sont pas seules souvent dans ce qu'elles ont vécu, mais elles sont pas seules non plus. Il y a des ressources. Puis souvent, je pense que ces ressources-là sont méconnues, mais il y en a. Au-delà des policiers, il y a des ressources, il y a des gens qui sont là pour les aider. Fait que ne pas penser que vous êtes seul, il y a moyen d'être accompagné dans ce que vous vivez, dans le fond. Derrière un événement criminel, il faut se rappeler qu'il y a des personnes victimes et ses proches. Ces personnes ont besoin d'être informées, des ressources, de leurs droits, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être crus, ils ont besoin d'être accompagnés dans le processus. Cette semaine, c'est une semaine très particulière puisque c'est la première semaine québécoise de la criminologie qui se tiendra du 15 au 21 mars. Bienvenue au podcast « La parole est à vous » où nous parlerons de droit, de criminologie et plus encore. Je suis Karine McDonald, directrice générale de Plaidoyer Victimes, qui est un organisme de défense collective des droits et des intérêts des personnes victimes. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir deux femmes extraordinaires qui ont mis de l'avant justement le rôle de criminologue qui intervient auprès des personnes victimes via la série Alerte qui joue à TVA. Donc, Catherine Bérubé qui incarne Pénélope et Julie Yvon qui est l'idéatrice de la série. Julie, on se permet peut-être un petit retour en arrière. Je travaillais à l'époque pour le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, aux crimes majeurs du SPVM. Et tu avais une idée en tête là, de série. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de me rappeler un peu, là, c'était quoi ton objectif derrière cette visite-là? Qu'est-ce que tu as appris? Parle-moi en plus. Bien, en fait, on m'avait demandé de créer une série policière qui était le spin-off, en fait, d'Alerte Amber. Et donc, le concept de l'émission, c'est vraiment des émissions d'enquête, mais où, moi, mon désir, c'était vraiment qu'on ait aussi le point de vue des gens qui étaient les dommages collatéraux des événements. On avait d'ailleurs commencé la première saison avec une tuerie de masse, parce que d'ailleurs, vous m'aviez parlé des interventions dans ces cas-là, que parfois vous vous déplaciez, vous alliez sur place pour rencontrer les gens, parce que tout d'un coup, il y avait beaucoup de victimes et beaucoup de gens traumatisés au-delà des victimes blessés physiquement et tout ça. Mais donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des enquêtes policières, de faire une série policière, mais où il y avait une dimension où on allait aussi vers les victimes, qu'est-ce qu'elles avaient vécu et tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était de pas juste avoir une enquête, mais de parler justement des victimes. Parce que souvent, dans une série policière, les victimes et leurs proches, justement, sont évacués ou sont là en tant que témoins pour donner des informations, mais on ne s'attarde pas nécessairement à leurs émotions. Je voulais créer des personnages qui soient près des policiers, mais qui soient aussi dédiés aux victimes, aux familles des victimes, qui soient là pour les encadrer, les accompagner, etc., et leur apporter un certain soutien. Puis ça nous permettait d'aller dans ces émotions-là aussi, les émotions vécues par les gens qui sont frappés par des actes criminels. Puis c'est dans cette optique-là que je vous avais contacté. Tu as eu l'occasion, de mémoire aussi, d'assister à une intervention. Donc, comment tu as vécu cette journée-là? Effectivement, j'avais rencontré une victime avec toi. Elle avait permis, en fait, que j'assiste à votre rencontre. Puis pour moi, c'était intéressant de devoir travailler. Je me souviens, une des choses qui m'avait le plus frappée puis que j'ai répété souvent, c'est à quel point toi, Karine et Marie-Christine, vous étiez présentes toutes les deux, en tout cas à ma première rencontre, à quel point vous étiez lumineuses et à quel point c'était facile aussi de vous parler. Parce que je me disais, à quoi ça ressemble quelqu'un qui passe toute sa vie pas toute sa vie, mais disons une bonne partie de sa vie professionnelle à écouter quand même des grands malheurs, des grands drames, où, tu sais, c'est certain, c'est bouleversant. Moi, j'en ai entendu juste une et je trouvais ça bouleversant. Et comment on arrive à donner à ces gens-là, mais aussi en se préservant un peu soi-même, puis en étant capable d'apporter d'apporter de la lumière à ces gens-là qui arrivent dans un état de terrible noirceur, de terrible drame, tu sais. Et donc, j'avais été impressionnée de ça. Parce qu'il faut établir un contact, il faut une proximité, il faut une confiance.
Et ça prend un courage énorme pour les victimes aussi d'aller parler, d'aller se dévoiler et d'être cette personne-là qui reçoit. Ça prend une ouverture, ça prend un accueil particulier. Moi, c'est ça. Moi, j'étais en train de construire un personnage, puis c'est ça qui m'avait intéressée, captivée dans tout ça aussi. Mais bref, cette ouverture-là m'avait beaucoup impressionnée. Puis le fait que votre agenda était quand même chargé aussi. Ça m'avait... je m'étais dit, OK, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce support-là. Mais ce qu'on retenait, c'est qu'il y avait de l'aide qui était Bien, ouverte. c'est ça. Donc, qu'il y avait une porte ouverte, qu'il y avait une oreille qui était là pour les écouter, puis aussi leur donner, leur apporter un support. Tu dis que tu étais en train d'écrire un rôle, justement, qui était le rôle de Pénélope. Toi, en fait, oui, c'était un rôle, mais tu incarnais aussi une posture, celle de criminologue. Comment tu as fait pour incarner ce rôle-là, pour travailler sur ce rôle-là? Je t'ai appelé. En fait, tu vois, c'est ça, je tournais sur 2 séries en même temps. C'est ça, je me remémorais tantôt, j'étais sur Survivre à ses enfants, puis je parlais avec Mélissa Desormeaux-Poulain, puis je crois que c'est elle qui m'avait référé à une femme criminologue que j'avais appelée aussi. Après ça, on avait eu une lecture avec Julie, puis je lui avais posé des questions parce que oui, effectivement, j'avais jamais incarné parce qu'elle était psychocriminologue, mais c'était pas un rôle que j'avais jamais eu la chance de jouer. Puis je le sentais aussi dans l'écriture déjà, je la voyais. Je trouvais ça très le fun, en fait, qu'on m'ait approché pour ce rôle-là parce que j'ai tendance à faire des rôles qui ont beaucoup de torque, qui ont beaucoup d'aplomb, des grosses émotions. Tu sais. Puis là, je trouvais que c'était un rôle qui était écrit tout en douceur, qui était très lumineux. Je le voyais déjà, l'écriture, c'était tellement... Puis avec, évidemment, sa posture, comme tu dis, ce qu'elle devait incarner auprès des victimes, puis tout, j'avais le goût de faire un rendu le plus naturel possible, puis le plus véridique. Puis j'avais approché, c'est ça, Julie, pour voir si elle avait justement des contacts, puis elle m'avait référé à toi, puis on avait eu, je pense qu'on s'est parlé 2 fois au téléphone. Mm-hmm. J'avais des questions spécifiques par rapport à certaines scènes, mais c'était aussi, c'est ça, le souci de rendre la chose le plus accessible possible, puis de décortiquer, de rendre l'espèce de jargon de travail, mais de le rendre naturel comme un langage de tous les jours. Je pense que c'était un petit peu ça c'était comme ça mon souci, qui est le plus grand, parce que sinon, ça peut devenir très, très tac au tac, là, quand on rentre dans, justement, les spécificités. Des fois, on explique à une personne qu'est-ce qu'elle vit, puis à cause de quoi, puis à cause du traumatisme, puis des fois, on rentre dans... Puis je me dis, mais il faut que tout ça, ça reste tellement fluide, puis tellement maîtrisé. Mais c'est ce que j'avais retenu aussi de nos appels, c'est que tu étais soucieuse du détail. Tu posais beaucoup de questions. Tu voulais vraiment t'approprier le rôle de bien jouer puis de bien faire ça, même si tu n'étais pas criminologue de toi-même. Mais j'ai aussi un souci, je veux toujours comprendre. Il y a un certain protocole à suivre quand tu reçois quelqu'un pour la première fois, puis aussi, tu sais, accueillir la personne, tu sais, juste la posture physique. C'est sûr qu'il faut que déjà ta posture physique soit ouverte, soit accessible. Il y a tous ces petits détails-là qui viennent s'accumuler, qui font en sorte qu'après ça, ton rendu, il est fluide, puis crédible. Tout à fait. En tout cas, je te confirme que tu es très crédible dans ton rôle de criminologue, de Pénélope. C'est vrai quand même que tu dégages une douceur, ta posture justement d'accueil dont on avait discuté, là, effectivement, la façon de s'asseoir et tout, qui est vraiment le non-verbal, mais qui est si important là, dans l'accueil d'une personne victime. Donc, ça doit être, ça doit faire tellement une grosse différence dans le premier petit lien de confiance. Ça part tout d'un premier regard, là, ça part tout d'un état, le premier contact. C'est énorme. Oui, exactement. Julie, tu pourrais-tu m'expliquer un petit peu, ce serait quoi les défis que tu as rencontrés dans l'écriture de cette série-là? En fait, c'est sûr qu'un des défis, c'est d'essayer d'être le plus vrai possible malgré qu'on fait de la fiction puis qu'on a les limites de la fiction. Mais moi, je trouvais que de donner la parole aux victimes, c'était un plus dans notre histoire, dans le sens où ça me permettait d'aller chercher un cœur émotif fort. Parce que souvent, dans les séries d'enquête, le cerveau est sollicité parce que le spectateur essaye de deviner c'est qui le méchant, c'est qui a fait le crime, etc., puis il suit l'enquête. Mais je trouvais qu'en allant avec les victimes également,
on allait chercher aussi des émotions. C'était un petit peu ça, l'originalité ou la force du projet, c'était justement de sortir, de ne pas être strictement de l'enquête. Puis c'est le fun parce que aussi en tant que spectateur, quand tu viens te mettre dans les souliers d'un peu tout le monde en regardant tout ça, puis tu viens comprendre encore plus la réalité de l'un et la réalité de l'autre, versus quand, exemple, tu suis juste les enquêteurs, tu as vraiment leur point de vue à eux, mais quand tu es capable d'avoir le point de vue de la victime aussi, je trouve que ça vient rajouter un poids supplémentaire qui est vraiment super intéressant. Ça humanise les enquêteurs aussi. Oui. Tout à fait. C'est ce que j'aime beaucoup de la série Alerte, justement, c'est qu'on voit les personnes victimes sous un autre jour et on voit aussi qu'il y a du soutien pour ces personnes-là. On ne voit pas juste le travail policier qui peut, ou le système de justice, par exemple, qui peut parfois faire peur aux personnes victimes. La dureté, la rigueur de ce processus-là, la rigidité parfois même de ce processus-là, tandis qu'en amenant le rôle de criminologue qui existe, là, il y a des personnes comme ça dans pratiquement tous les postes de police au Québec. Donc, c'est d'amener cette douceur-là, cet accueil-là qui existe au Québec. C'est pas juste dans une émission de fiction. Puis je trouve ça important de le nommer. Puis c'est justement pour ça, la semaine qu'on fait en ce moment, c'est important de parler justement de la victimologie aussi. Puis vous l'avez bien mis de l'avant là, dans cette émission-là. C'est vraiment super. On avait, entre autres, dans une de nos enquêtes, on avait un petit garçon qui était témoin puis qui était très traumatisé puis qu'il fallait faire parler. Puis je me souviens, je t'avais questionné là-dessus puis tu m'avais parlé des chiens. Puis on a fait venir un chien sur le plateau. Oui, c'est ça. Oui. Pour, tu sais, puis tu vois, ça, c'est des choses, moi, je savais pas que ça existait, ça, qu'ils utilisaient les chiens, justement, pour les enfants dans des situations. Puis, tu sais, mettons, comme parent, si quelque chose arrivait à mon enfant, je pourrais être réticente à vouloir qu'il témoigne, par exemple. Mais là, de savoir que, OK, il y a des intervenants qui vont être autour. Que oui, il y a un processus. Que oui, il y a une expertise aussi pour amener des jeunes enfants à pouvoir témoigner, à pouvoir... Tu sais, je trouvais que ça, c'était très le fun. D'ailleurs, tous les trucs que tu m'avais donnés pour aider les victimes à témoigner, pour les aider à passer à travers les flashbacks, tout ce que j'avais appris, je l'ai mis dans... Parce que je trouvais que ça montrait aussi que c'est pas juste de parler, qu'il y a une vraie expertise, qu'il y a des trucs qui existent pour vraiment aider et calmer l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Puis je trouvais que ça aussi, c'était rassurant de savoir que c'est pas juste qu'il y a quelqu'un à côté de toi, mais qu'il y a quelqu'un qui est capable de te dire qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider à être plus en contrôle, puis à bien faire si tu veux aller jusqu'au bout, puis déposer une plainte, puis ça, que tu vas avoir des vrais outils. Oui. C'est exact. Ça. Mais puis je le voyais, je suis une fan de la série Alerte. Et je voyais justement, je me rappelais des phrases que je t'avais dites puis qu'on retrouve dans l'émission. Puis petite anecdote aussi, je me rappelle que j'avais un minuscule bureau que j'appelais affectueusement mon garde-robe. Puis dans un des premiers épisodes, Pénélope dit « Je retourne dans mon garde-robe ». Donc ça m'avait bien fait rire. Pour les enquêteurs avec qui je travaillais à l'époque vont se rappeler peut-être du garde-robe de la place Versailles. Parfois, quand on écrit une série, on a une idée en tête, une idée préconçue de la forme que ça va prendre, mais j'imagine que ça doit évoluer aussi au fil des recherches et tout ça. Est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Alerte? J'ai voulu qu'il arrive quelque chose à une des policières, la policière qui est jouée par Mylène Saint-Sauveur, le personnage c'est Lily-Rose Bernard, qui vivait une agression sexuelle dans une de nos saisons. Puis je me souviens, je t'avais rappelé à ce moment-là, Karine, parce que là, je m'étais dit, OK, attends. Moi, j'avais lu des témoignages de gens qui avaient vécu du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles dans leur milieu de travail et qui avaient continué de travailler avec ce collègue qui les avait violés pendant même des fois des années. Et donc, ça m'avait... Ce témoignage-là m'avait vraiment frappée. Puis là, je t'avais appelé puis je t'avais dit, bon, ça se peut-tu mon affaire? Comment je peux le faire pour que ce soit crédible, que ça se puisse? Mais bon, en même temps, moi, j'écris une histoire. Il y avait une volonté de mettre en scène cette affaire-là aussi pour que ce soit vrai, que ce soit pas... Je voulais pas que ce soit trop voyeur non plus. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était comment on allait rebondir là-dessus. Puis j'avais une volonté d'aller dans la finesse, puis c'est en parlant
avec des gens qui ont accès à des vraies histoires qu'on arrive à trouver cette finesse-là. Ça avait fait beaucoup parler, mais ça avait été super bien reçu. J'en ai beaucoup entendu parler Je aussi. sais que Mylène s'en est fait parler beaucoup aussi. C'est finalement très bien ressorti à la télé. Pour Oui, vrai. C'est vraiment, il n'y avait pas de sensationnalisme. C'était vraiment tout en douceur, dans l'empathie, le respect puis je pense. C'est certain qu'il y a des situations comme celle-là qui sont représentées à la télé va faire écho pour certaines personnes victimes, mais ce qui est bien, à la fin de Alerte, il y a des ressources qui sont mises aussi au niveau du générique. Oui, c'est vrai, donc ça, je trouve ça vraiment super. Donc, si vous vivez quelque chose qui vous rappelle, justement, que vous avez vu dans l'émission, mais n'hésitez pas à faire appel aux ressources. Mais ça n'avait pas été choquant comme scène, et les scènes qui ont suivi non plus, là, j'ai trouvé. Bien, en fait, les gens étaient très impliqués émotivement parce que c'était Lily Rose, mais tu sais, il y avait... ça avait été bien joué par les comédiens aussi, puis bien mis en scène. Moi, j'étais très contente de ça. J'avoue que c'était mon souhait de faire connaître les ressources aussi. Ce que j'ai appris, moi, à travers ce processus-là, je continue d'en apprendre, mais c'est que les personnes victimes ne sont pas seules. Sont pas seules souvent dans ce qu'elles ont vécu, mais elles sont pas seules non plus. Elles n'ont pas à le vivre seules. Il y a des ressources. Puis souvent, je pense que ces ressources-là sont méconnues, mais il y en a. Au-delà des policiers, il y a des ressources. Il y a des gens qui sont là pour les aider. Fait que ne pas penser que vous êtes seul. Il y a moyen d'être accompagné dans ce que vous vivez, dans le fond. Au Canada, il y a la Charte des victimes qui établit des droits, entre autres le droit d'être informé. Ça, Pénélope le fait bien dans son rôle d'informer sur les différentes ressources, les différents mécanismes aussi. Tu as déjà rempli une déclaration de la victime avec une personne victime, ça je me rappelle. Justement, c'est Micheline Barry, la fondatrice de Plaidoyer Victime, qui a créé cet outil qui est maintenant là, qui est remis à toutes les personnes victimes pour qu'elles se fassent entendre au moment de la sentence. Donc, c'est vraiment super. Là, c'est un autre droit, justement, de se faire entendre au niveau du processus judiciaire, des libérations conditionnelles également. Donc, ce droit-là d'être informé, de tous les droits, en fait, permettent aux personnes victimes de diminuer l'anxiété et de rebondir le plus rapidement possible sur leurs pieds là, par la suite. Il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que, bon, moi, j'ai vécu une agression sexuelle, mais non, je ne veux pas rentrer dans tout le processus de porter plainte, après ça, de témoigner. J'ai peur d'aller là, mais je pourrais quand même avoir accès à des services, puis à une écoute, puis à tout ça, parce que c'est pas dit que toutes les victimes qui passent dans le bureau des criminologues vont nécessairement. Bref, je voulais juste dire ça parce que moi, ça m'avait frappée quand on s'était rencontrés. Puis je m'étais dit, j'avais cette image que c'était juste si tu portais plainte, bien là, tu avais droit à, etc. Tout à fait. Merci, Julie, de le spécifier parce que c'est vraiment important de le retenir, que l'aide, elle existe, que la personne porte plainte ou non, que le crime ait lieu il y a 30 ans ou que ça a été hier. Donc, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de prérequis pour recevoir de l'aide. Il faut juste en faire la demande. Puis si les gens peuvent l'entendre aujourd'hui, que si vous avez été victime, si vous êtes un proche de personnes victimes, il y a des ressources qui existent. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Le premier pas est parfois difficile à faire, mais une fois que vous avez demandé de l'aide, ça peut faire toute la différence. Donc, si vous n'avez qu'une chose à retenir de ce balado aujourd'hui, c'est vraiment que vous n'êtes pas seul. Il y a des ressources. Et le bottin de ressources de Plaidoyer Victime qui existe, qui est une mine d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site web plaidoyervictime.ca. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été vraiment agréable de se retrouver 6, 7, 8 ans plus tard pour parler des bases de cette série-là qui joue encore à la télé puis dont plusieurs milliers de Québécois écoutent encore assidûment chaque semaine. Donc, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Julie. Et à une prochaine, peut-être. Oui, bien merci de nous avoir contactés puis de nous avoir demandé, parce que je trouve ça hyper pertinent puis je suis vraiment très contente d'être ici. Moi aussi, merci. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver et de parler de tout ça ensemble. Oui, plaisir partagé, mesdames.